Eh bien, nous voilà rue Saint-Guillaume. Bienvenue à tous. Bonjour, c'est pour quand ça? C'est pour quoi? C'est pour Gaspard Ganzer. C'est trop dommage que non. Gaspard Ganzer, pour On est la sûreté, monsieur. Oui. On sait pas. Alors comment on fait pour prendre rendez-vous avec un professeur? Vous avez sur le site internet de Sciences Po. D'accord. Là, vous avez des contacts. Et là, vous envoyez un mail. Vous passez par les mails. Voilà, c'est ça. Et autrement, est-ce qu'on peut déposer ça juste à l'accueil ou moi tout seul, hein, juste c'est une enveloppe avec dedans, vous voyez, une petite lettre écrite à Monsieur Ganzer, signée de notre main, vous voyez. D'accord. Donc juste le déposer. Pour, Non plus. Non plus. Est-ce que vous pouvez leur donner? Non, on prend rien dans les mains. C'est pas un colis piégé? Non, il n'y a aucun souci. Mais voilà. Mais juste déposer à... Ils m'attendent là et puis je vais déposer ça à l'accueil. Non, désolé. Non, désolé, monsieur. Bah très bien. Sur les protocoles de sécurité, on ne fait pas rentrer comme ça, il y a des cartes, il y a tout ça. Même des parents d'élèves ne peuvent pas rentrer. C'est pas parce que vous avez des gilets ou quoi que ce soit qu'on vous interdit, il n'y a pas de souci, monsieur. Ça n'a rien à voir à ça. Non, moi je le dis parce que ça peut. Mais vous savez pourquoi on est venu voir Gaspard Ganzer ou pas? Parce que sur CNews lundi dernier, il a dit que. Donc il est professeur depuis 15 ans chez vous, hein, et il a dit en fait que si on faisait un test de QI à l'entrée des manifestations des Gilets jaunes, il n'y aurait pas grand monde. Mais il a dit que quand on est con, on a le droit de manifester quand même. Là, je le cite. En fait, pour lui demander si on pouvait profiter de ses lumières. En fait, Voilà. Voilà. C'est par rapport à ça. Donc il faut forcément passer par le mail. Il ne faut pas juste déposer un courrier. Sur la sûreté, surtout ça. Bon bah Je suis d'accord. vraiment désolé, monsieur. Il n'y a pas de souci. De toute façon, nous, sur la voie publique, on va faire une petite. On va discuter avec des étudiants. On va essayer de comprendre un peu le truc. On est là sur la voie publique, donc il n'y a pas de souci. Très bien. C'est censé être une préparation. Merci. Alors, tiens, on va bien là. Tu peux te mettre là, comme ça, on va montrer derrière les gens qui discutent avec les jeunes. Alors, salut les copains. Alors, ici, là, on est au centre-ville de Paris à l'Institut d'études politiques, Sciences Po. Donc on était venu discuter avec Gaspard Ganzer qui, comme vous l'avez entendu, a insulté les Gilets jaunes. Alors on est venu avec bienveillance et pacifisme vouloir discuter avec lui, qu'il puisse nous éclairer des lumières. Et bon, vous avez entendu, on n'a pas pu rentrer pour demander comment on allait prendre un rendez-vous. On nous a dit d'envoyer un mail, on a l'habitude. Et on voulait déposer cette enveloppe que je vais vous lire présentement. Si tu peux te rapprocher là, Clément. Ouais. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu peux là. Voilà, je vais la lire en même temps. Ouais. Alors, le 22 février 2019, Épinay-sur-Seine, 93. Objet, comprendre. Cher monsieur et estimable Gaspard Ganzer, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris et probable futur maire de Paris. Et oui, parce qu'il est candidat à la mairie de Paris bientôt, face à Madame Hidalgo. Suite à vos déclarations récentes sur un plateau de télévision, nous, des Gilets jaunes de la Seine-Saint-Denis, 93, faibles d'esprit mais de bonne foi, nous vous demandons humblement d'éclairer notre lanterne. Comment expliquez-vous que depuis 40 ans, l'ensemble de la classe politique, à quelques rares exceptions, n'ait pas réussi à résoudre les problèmes économiques et sociaux de première importance pour le peuple de France? Pourquoi le chômage reste-t-il si important? Pourquoi nos agriculteurs ne vivent plus dignement de leur travail? Pourquoi les Français se paupérisent tandis que les infirmiers et les infirmières sont de plus en plus en burn-out? Pourtant, les hommes et les femmes politiques, de gauche comme de droite, qui ont suivi un cursus de qualité dans une école prestigieuse, l'Institut d'études politiques de Paris, ou Sciences Po, qui est 4e école au classement mondial des écoles de sciences politiques, pourquoi ne parviennent-ils pas, notre classe politique, à améliorer les conditions de vie du peuple français? Comment, monsieur Gaspard Ganzer, expliquez-vous ce paradoxe?
D'avance, merci pour votre réponse qui éclairera nos pauvres esprits avides de mieux comprendre, de mieux saisir toutes les subtilités de cette noble institution âgée de bientôt 15 décennies, soit 150 ans. Les voies du Seigneur sont impénétrables, mais certainement pas cette pensée claire et limpide du professeur zélé que vous êtes. Veuillez agréer, monsieur Gaspard Ganzer, notre ton au second degré et notre respect qui n'est pas dû à la bêtise environnante. Quelques gilets jaunes donc de Seine-Saint-Denis. Donc voilà, on est venu à 5 déposer ce courrier, on ne peut même pas le déposer, mais à monsieur Ganzer. On trouvera un moyen de déposer. Très bien, les gilets Bonjour. jaunes, Oui, Sciences Po, super. oui, on est venu parler à monsieur Ganzer. Bah, il est bon, mais il est là aujourd'hui. Ben on sait pas, on a voulu voir si on pouvait le rencontrer et discuter avec lui parce que il a dit sur CNews lundi dernier qu'on était des pauvres cons, pardon. Et si on faisait un test de QI à l'entrée de la manifestation, C'est Gaspard Ganzer. Donc vous voulez savoir s'il pouvait éclairer nos lumières. Vous voyez? Ouais, mais il est pas ici. Enfin, Si, il est professeur depuis 15 ans à Sciences Po, professeur de communication. Et pour être plus précis, là, cet automne, il a fait un cours sur comment communiquer en cas de crise, par exemple de crise de terrorisme. Et là, au printemps prochain, il va faire la communication. C'était son cours là cet hiver, présentement. Et le prochain, au printemps, c'est sur le management et la communication. Parce que les Français n'écoutent pas les réformes. Donc il faut inventer une nouvelle Faut leur forme de expliquer. communication politique. Il faut leur faire de la pédagogie. faudra lui dire que Paris, c'est pas la France. C'est ça, bah, merci, Ah oui, tout oui, à faut fait. qu'ils comprennent, oui. Merci à vous. Merci, on continue. Mais c'est Bon, bien. en tout cas, voilà, on était venus, donc on n'a pas réussi là présentement à ne serait-ce que déposer à l'accueil cette enveloppe tout à fait sympathique à monsieur Ganzer. On va trouver un moyen. Mais bon, vu qu'on est là, on va pas rester en reste, donc on va s'adresser aux gens de Sciences Po. On va développer une petite banderole avec toujours ce ton ironique. C'est important parce que face au mépris, quand même, il y a deux réactions. La première qui est la colère, même la haine, la rage. Et il y a une autre qui est plus profonde, et c'est avec cet état d'esprit qu'on est venu, qui est la moquerie, se moquer. Donc vous allez voir un peu le ton de la banderole. Voilà. C'est parti. Il y a plein de discussions là. C'est bien, oui. Voilà, donc on lui a... Alors c'est un petit récapitulatif de la situation et pourquoi aujourd'hui on demande en fait, on est en train de développer une pétition. Pour le- Il y a quelqu'un qui a lancé une pétition Je suis totalement d'accord. en fait sur l'idée de la Banque nationale. Ah, Et comment l'État en fait doit reprendre la création monétaire comme base de toute organisation économique en France et dans d'autres pays également. S'il n'y a pas de souveraineté, il a dit sur le QI faible des gilets jaunes. C'est news. Pardon J'entends pas. Il pense que c'est un imbécile, Ganzer. On est d'accord. Les sans-dents répondent à Gaspard Ganzer, professeur à Sciences Po. La bave du crapaud n'atteint point la blanche colombe. Moi j'accepte. C'est votre professeur Monsieur Gaspard, Heureusement vous ne l'avez pas, vous avez de la chance. Vous voyez, si l'euro, en fait, si en tant que tel avait contribué sur la création monétaire, suffisamment, ça a l'air peu 15% comme ça, mais ça faisait suffisamment la différence en fait, pour avoir une orientation et pour pouvoir dire bon bah voilà on va dans cette direction là plutôt que dans celle-là. Aujourd'hui à Macron par exemple, on parlait il trouvait c'est votre professeur? Oui, je l'ai. Ah, bah ça nous intéresse. C'est quelque chose pour vous. On a une lettre à lui passer. Non, mais je l'ai pas, j'ai plus. Si vous pouvez lui remettre ça dans la... Est-ce qu'il y a une salle des profs où on peut les étudier, peut déposer des lettres? À la limite, je vous laisse cette lettre-là.
Je vous la laisse, vous la lisez. Si vous pensez qu'elle est de bon ton et pas méprisante, vous le faites. Si vous pensez que non. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, voilà, je repasse le contexte. J'ai pas écouté ce qu'il a dit. Super, c'est pour ça qu'on est venu discuter avec vous, les étudiants de Sciences Po. C'est une vieille institution. Monsieur... Non, il reste pas le visage. Voilà. On vous appellera Marie, si ça ne vous dérange pas. Voilà, c'est parfait. Donc voilà, lundi dernier sur CNews, il était invité à commenter sur le mouvement des Gilets jaunes. Et parmi les multiples choses qu'il a dit, il y a deux choses qui ont choqué. La première, c'est de dire si on faisait un test de QI à l'entrée des manifestations, il n'y aurait pas grand monde. Ce qui énervait un peu les gens sur le plateau, dont le représentant des Gilets jaunes. Disant c'était du mépris, etc. Et il s'est défendu en disant non mais quand on est con, on a quand même le droit de manifester, c'est ça qui est bien à la France. Alors du coup, nous, on a voulu déposer une lettre à l'accueil, parce qu'on n'est pas étudiant de Sciences Po, donc on ne peut pas aller dedans, pas laisser, même pas rentrer. Oui. Enfin, à la base, on voulait faire un rendez-vous avec Gaspard Ganzer, discuter avec lui pour qu'il éclaire. Mais il n'est pas là notre tout le lanterne. temps, hein. Il donne qu'un seul cours de 2 heures, Donc voilà. comme c'est un prof vacataire, je sais même pas s'il a un casier ou quoi que ce soit. C'est ça. Mais, Ça fait 15 ans quand même qu'il est là. Oui. Et donc vous avez suivi son enseignement à l'automne dernier. Non, ce semestre. Alors racontez-nous. On fait de la communication publique, hein. Ouais. J'y suis allée que 2 fois, donc... C'est un bon prof. donc, globalement... Il est pédagogue. Oui, on a les petites anecdotes, etc., politiques, mais bon, après, j'y suis pas allée beaucoup, donc... Est-ce que les étudiants lui demandent pourquoi il s'est planté dans sa communication avec François Hollande? En tout cas, qu'elle les ratés. Oui, Quelques mais il le ratés. reconnaît lui-même, bien sûr, enfin, ça, il en parle, et justement, c'est bien d'avoir son avis là-dessus. Ça, justement, ça, c'est la partie plutôt intéressante. D'accord. Il explique... C'est le côté lui-même est croustillant. conscient du ratage, du loupage de cette communication, quoi, mais- Et on est venu, donc Voilà. avec cette toilette, je vous la laisse. Si vous pensez qu'elle est de bonne aloi, n'hésitez pas à lui Je vais communiquer. lire tout de suite, parce Bien que sûr, bien j'ai sûr. un cours, Mais on est venu poser une question, comment se fait-il que depuis maintenant 40 ans ou plus, la plupart de la classe politique, à quelques rares exceptions près, de gauche comme de droite, sur des grandes questions qui touchent les gens, plus les questions sociales, économiques que sociétales, comme le chômage de masse, comme la paupérisation de une partie de la population, maintenant c'est beaucoup de gens, une partie des retraités, finalement, ou même là, le salon de l'agriculture qui s'ouvre, on nous parle encore, et on a raison, que les Français aiment les agriculteurs, qu'ils nous nourrissent, et qu'il serait bien que les agriculteurs puissent vivre de leur travail. Mais ça fait des années et des années, malheureusement, qu'on nous parle de ça. Donc comment des gens qui font un cursus à Sciences Po et ensuite à l'ENA, des gens comme M. Ganzer, n'arrivent finalement pas à résoudre le problème de fond? Ça, c'est la question. Compliqué que... Mais après, il y a des problèmes de communication, clairement, et de pédagogie. Mais en vrai, j'aimerais bien en discuter plus amplement, mais là, j'ai pas le temps. D'accord. Mais avec une pote, on avait prévu justement d'aller sur une manif pour discuter. D'accord. Mais en tout cas, vous pouvez aller sur une page Facebook qui s'appelle Banque de la Nation. On parle beaucoup de finances. Et je suis administrateur de cette page, donc vous pouvez communiquer. Banque de la Nation. Banque de la Nation, ouais, Facebook Banque de la Nation. Ou Banque nationale attachée, ça marche aussi. D'accord. Et comme ça, on pourra communiquer par Messenger. Ok, ouais, je vous enverrai un message. Et demain, vous êtes à la manifestation? Alors, je sais pas si demain D'accord. je vais pas rester en bibliothèque travailler, mais avec une amie, en tout cas, on s'était dit qu'on irait Merci discuter, Marie. justement. À bientôt. Si vous pouvez transmettre la lettre, c'est super. Merci. Au revoir. Ah oui, il l'a pas dit en cours, il l'a dit. Oui, il a dit à la télé, bien sûr. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on est venu déposer une lettre aujourd'hui pour lui demander des explications et pour lui demander pourquoi les élites en fait n'avaient pas trouvé de solution politique convenable. Ils sont censés avoir un cul. Oui, ils sont censés avoir un cul. Et également, il parle italien avec nous. Et on était venu voir un de vos professeurs, Gaspard Ganzer, professeur en communication, pour qu'il éclaire notre lanterne sur ce qu'on n'a pas compris, nous, faibles d'esprit, au QI négatif. En tout cas, c'est ce qu'il a dit sur CNews lundi. Bon, on n'a pas pu déposer comme on voulait l'enveloppe avec la lettre, on n'a pas pu avoir de discussion. Mais du coup, comme vous êtes là, les étudiants et peut-être des professeurs, on avait quelques questions sur Sciences Po. Alors, il y a une question qui est relativement sympa, l'autre qui est moins sympa. Mais encore une fois, éclairer nos lanternes, on est venu pour discuter et pas du tout juste incriminer. Alors, d'abord, je vous présente ce monsieur que vous devez connaître tous. Il s'appelle Émile Boutmy. Émile Boutmy, B-O-U-T-M-Y, qui est le fondateur donc
de l'Institut d'études politiques de Sciences Po il y a 150 ans, enfin 148 ans de ça, 1872. La jeune Troisième République venait de naître, et lorsqu'il explique à un ami dans une lettre l'intention de l'Institut d'études politiques, il écrit ceci, et je vais vous lire juste un court extrait, et puis après j'ai une question simple à vous poser. On est le 25 février 1871, on est à Paris, et Émile Boutmy écrit à un ami qui s'appelle Ernest Vinet, qui va avoir un rôle important aussi dans la fondation de Sciences Po. Alors, il développe en fait l'idée qu'il faut créer une nouvelle école basée sur le mérite, et que quoi qu'on en pense, la démocratie est là et on ne pourra rien faire contre. Et c'est la deuxième partie de la lettre qui pose question, et c'est la question qu'on est venu poser. Je vous lis. Émile Boutmy. Voilà ce qu'il ne faut pas laisser périr. Ce serait folie aux classes menacées de croire qu'elles pourront, par la résistance légale, se maintenir dans les positions qui leur restent et regagner les positions perdues. Qui parle des possédants, qui sont dépossédés en potentiel par la République, et peut-être par certains gueux qui pourraient arriver là. On retient et on ressaisit ce qui échappe, mais non ce qui tombe en poussière. Et attention, c'est là que ça se corse. Le privilège n'est plus. La démocratie ne reculera point. Contraintes de subir le droit du plus nombreux, les classes qui se nomment elles-mêmes les classes élevées ne peuvent conserver leur hégémonie politique qu'en invoquant le droit du plus capable. Il faut que derrière l'enceinte croulante de leurs prérogatives et de la tradition, le flot de la démocratie se heurte à un second rempart, fait de mérites éclatants et utiles, de supériorité dont le prestige s'impose, de capacité dont on ne puisse pas se priver sans folie. Je répète, le flot de la démocratie se heurte à un second rempart, fait de mérites éclatants et utiles. C'est ça, selon votre fondateur, l'intention de Sciences Po, que le flot de la démocratie se confronte à un deuxième mur, après le mur des privilèges et des traditions qui ne fonctionnent plus, qui est le mur donc des capacités, donc des gens capables. Donc ma première question, c'est qu'est-ce que vous définissez comme quelqu'un de capable, puisque depuis 40 ans, par rapport à un certain nombre de problèmes, la désindustrialisation du pays, le chômage de masse, le fait que des gens qui travaillent par contre ne s'en sortent pas, nos infirmières, nos infirmiers, nos aides-soignants, nos agriculteurs qui sont au salon de l'agriculture demain, enfin qui sont en train d'arriver là, ils ne vivent pas de leur travail, alors que la plupart des Français conçoivent que quelqu'un qui travaille puisse vivre de son travail, entre autres celui qui nous nourrit, celui qui nous soigne. Pourquoi depuis 40 ans la classe politique n'est pas capable de résoudre réellement ces problèmes? Quels sont leurs obstacles? Qu'est-ce qui les empêche? Est-ce que c'est parce que nous sommes des Gaulois réfractaires ou est-ce que la question est plus compliquée? En tout cas, voilà. Bonjour monsieur. Donc ça c'est notre première question. On est tout à fait ouvert pour en discuter avec vous là-dessus, et peut-être que vous-même vous êtes d'accord qu'il y a un problème là-dessus. Et la deuxième, qui est plus problématique, qui est un peu plus piquante, c'est est-ce qu'à Sciences Po, le ménage a été fait en interne depuis 1945, puisqu'un certain nombre de hauts fonctionnaires formés dans votre école ont collaboré avec le gouvernement de Pétain. Concrètement, je sais que certains professeurs à Sciences Po ont tenté d'amener cette question-là, ont amené certains enseignements. Moi, je voudrais savoir si c'est discuté librement à l'Institut d'études politiques de Paris. Donc voilà, c'est la deuxième question sur le rôle plus que trouble des hauts fonctionnaires formés à Sciences Po dans les années 30 pendant le régime de Vichy. Voilà, moi je vous remercie et encore une fois nous vient avec un état d'esprit pour discuter. Donc on a des idées bien affirmées, mais on est tout à fait ouvert à la discussion avec un esprit donc bienveillant et un esprit civique. Merci de votre attention. Du coup on va aller voir ce qu'ils en disent. Ben oui, on va leur demander. Demande à Armel. Non mais parce que... Alors qu'est-ce que vous en dites vous de tout ça alors? Ah, vous allez mettre dans la merde. En tant que fonctionnaire, j'ai un devoir de réserve, c'est Jean-Michel qui l'a dit. Bref. Je vous filme pas? Non, sans filmer. Vous pouvez parler librement? C'est l'école libre?
Sciences Po. Bah la preuve. Hein. Quand même... Non, mais ça va. Vous parliez d'un certain formatage. Oui, mais ça c'est lié aussi. Puis après, c'est lié à l'âge aussi. Hein. Quand vous prenez des jeunes de 18 ans, quand vous leur dites c'est l'élite de la nation direct alors qu'ils sortent du bac. Non, mais je veux dire, personne n'est l'élite de rien du tout à 18 ans. Quoi. Et surtout sans expérience. Ils n'ont jamais bossé. Une partie d'entre eux ont eu une enfance quand même pas trop rude. Donc, alors il va falloir réformer Sciences Po, alors, si je comprends bien. Je sais pas. Enfin oui, non, mais il y a sûrement des choses à changer, mais à la limite, du coup, il y aurait beaucoup de choses à réformer. Dans le système d'enseignement supérieur en général, notamment. C'est quand même un paradoxe, quoi. On a des très grandes écoles, de commerce, de tout ça, et on traîne depuis des décennies une crise économique qui passe par la vente, qui ne finit plus, une dette qui va croître, et voilà, comment c'est qu'ils ne trouvent pas la solution? Non, mais je pense qu'ils ne trouvent pas la solution parce qu'ils sont sur un modèle de société qui est une société de consommation. Et, voilà. Une société de consommation, il y a un moment, c'est forcément créateur d'inégalités, c'est forcément un peu injuste. Mais soit tout le monde se met à la diète, et du coup on est dans une sorte d'utopie écologiste. C'est ce qu'on observe beaucoup, il y a beaucoup de greenisme en ce moment. Oui, il y a beaucoup de greenisme, ouais. Non, mais le problème, c'est que je pense qu'une bonne partie des élites françaises sont en tout cas, alors après ils peuvent avoir une forme d'adhésion intellectuelle à ça, mais globalement leur mode de vie ne correspond pas du tout à du greenisme. C'est surtout pour expliquer aux gens, au peuple, qu'il va falloir accepter l'austérité, mais c'est plus joli de le dire de manière verte. C'est pour la planète. C'est assez récent, quoi. Après, je pense qu'il y a une partie, il y a beaucoup de personnes qui ont plus de 40 ans, d'une certaine génération, qui de toute façon pensent que c'est bien la croissance, que c'est un modèle économique stable. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde globalisé. Alors du coup, si on vit dans une forme de décroissance purement nationale. Et qu'est-ce qui vous surprend dans le surgissement des Gilets jaunes depuis quelques mois? Qu'est-ce qui me surprend Est-ce que ça vous surprend? Ouais, je sais pas, les gens étaient assez passifs globalement. Non, mais d'une certaine manière, c'est une bonne surprise. Accompagné de mauvaises surprises, parce que dedans il y a un peu de tout, quoi. Après, on parle beaucoup de certaines choses pour pas parler de ce que pensent les Gilets jaunes. Mais en tout cas, ce que je trouve pas mal, c'est qu'avant, il y avait beaucoup de gens qui n'osaient pas, face aux experts, qui n'osaient pas trop dire ce qu'ils pensaient. Maintenant, ils n'ont pas peur de remettre en cause des experts. Là. Surtout que c'est des experts qui se trompent tout le temps. On a des experts qui nous avaient expliqué que la crise n'allait pas arriver en 2007. Ils se trompent surtout sans doute sur le... Après, techniquement, certains experts sont sûrement très compétents pour prédire des choses dans le cadre d'un certain système. Mais après, dès qu'on en sort, forcément, ça marche pas. Ce que c'est que c'est un système qui n'est pas trop le système de la réalité, quoi. C'est leur modèle à eux, quoi. Dans leur modèle, ça marche, mais... Il y a du manque de partage quand même. En tout cas, les historiens vous diront qu'il faut faire preuve d'humilité, pas vous, je veux dire en général, tout le monde. Dans la compréhension des grands mouvements de fond, c'est ça? Parce que bon, la prévision, c'est risqué, quoi. Oui. Non, mais après, voilà. Après, la question, c'est, je sais pas, moi, j'ai suivi ça essentiellement grâce à, à France Info, on va dire. Mais j'ai quand même l'impression que globalement, il n'y a pas eu de métamorphose en forme de métamorphose en forme de démocratie participative, mais aussi parce qu'il n'y a pas de changement institutionnel qui permet cette métamorphose. Mais ce que je veux dire, en gros, les gens sont là, ils veulent bien s'impliquer, ils veulent bien participer, ils prennent du temps pour le faire, etc. Mais à côté de ça, le fonctionnement du système politique français reste quand même une démocratie représentative, assez verticale, très structurée, très hiérarchisée. Alors forcément, ça... Voilà, où est-ce qu'on place les gens qui veulent s'investir alors souvent ils sont dans les associations, ils sont actifs en fait, même plus que certains représentants, mais... Et est-ce qu'on enseigne l'histoire de la création monétaire à Sciences Po? L'histoire de la création monétaire, est-ce que ça passe un peu? Je sais pas trop, moi j'étais étudiant ici il y a longtemps et mon prof d'économie c'était Dominique Strauss-Kahn. Ah oui, d'accord. Mais du coup, voilà. Oui, on a dû en parler de la création monétaire, de la planche à billets, ce genre de choses.
Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Ouais, on en a parlé. Après, voilà. Clairement, l'histoire économique, c'est pas ma tasse de thé, donc je suis pas compétent. Mais... Parce qu'après-guerre, on a reconstruit le pays en nationalisant, notamment en nationalisant la Banque de France, ce qui fait que l'État pouvait emprunter à la Banque de France, alors qu'aujourd'hui, il est obligé de s'endetter auprès des banques privées. Alors en ce moment, les taux d'intérêt sont pas trop élevés, mais dans les années 80, ils étaient hauts, donc on paye encore les intérêts de l'époque. Et puis ils peuvent faire, voilà. Et puis dès que le gouvernement fait un truc qui va pas plaire, ils sont là derrière. Faites attention, on va monter les taux si vous. Non mais après, si moi, faites, à titre purement personnel, j'ai pas trop à me plaindre. En plus père de famille, je profite de certains avantages sociaux, etc. Mais j'avoue que si on pouvait, si tout le monde, je suis très partagé, mais si tout le monde pouvait être à une sorte de diète, justement, un peu écologiste, mais en tout cas, je sais pas, un mode de vie plus sain, basé beaucoup plus sur le collectif. Vous avez envie de moins voyager, vous avez envie de ouais, voilà, d'une certaine façon. C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça, ouais. Après, il y a beaucoup de. Voilà. Un peu comme si on était en période de guerre. Il faut mettre les choses en commun, mais il y a quand même un truc, c'est que le rationnement, il y a quand même beaucoup de gens en France qui le vivent déjà, quoi. Ils sont rationnés au 10 du mois, ils sont déjà à la fin du mois. Donc du coup, l'écologie, là, la vie sobre, ils la vivent déjà en fait. Il y a des limites en fait. Il y a des limites à la vie sobre, quoi. Plutôt, non mais c'est affreux à dire, mais une fois qu'on a les besoins primaires qui sont satisfaits, on peut revenir à quelque chose de moindre. C'est ça, c'est ce que vous voulez dire. Ouais, peut-être. En fait, c'est plus que, si vous voulez, moi j'ai grandi en Seine-Maritime. Bonjour. Donc une chose intéressante, peut-être vous présenter en fait et dire un peu. Est-ce que je vous filme? Oui. Hop là. Je passais par là, puis je suis passé pour le dire qu'il y avait un gilet jaune qui m'a demandé si j'étais enseignant ou étudiant ici. Alors je suis étudiant là, parce que ça fait quelques années que je termine ma scolarité. Je suis prof ailleurs et je suis très hostile à la politique du gouvernement. Donc très favorable au gilet jaune. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce que vous saviez ce qu'avait dit Gaspard Ganzer sur ces news-là? Alors on m'a rapporté qu'il aurait mis des doutes sur l'intelligence des manifestants en parlant de QI trop fort. Oui. Pour être précis, il a dit si on faisait un test du QI à l'entrée des manifestations, il n'y aurait pas grand monde qui rentrerait dans la manifestation. Et on disait que par exemple il fallait un test. Peut-être on peut s'éloigner parce que je ne sais pas si on entend bien avec les autres qui discutent. Peut-être qu'à la lumière de cet événement, on comprend mieux pourquoi la communication de François Hollande était catastrophique. Parce que pour dire ça, il faut quand même. Faut oser. Peut-être que c'est une stratégie pour mettre une stratégie de l'attention. Alors peut-être que c'est volontaire et dans ce cas-là, il n'est pas si mauvais en communication. Mais ça remplit son but. Oui. Mais justement, là, par rapport à ça, c'est intéressant parce que, admettons que ce soit son but, de jeter de l'huile sur le feu, il y a deux réactions. L'une, c'est la colère, qui peut se comprendre. Mais très vite, il faut passer à une autre forme d'émotion qui est, à mon avis, plus belle et plus intéressante, qui est le rire, et le rire avec intelligence. Alors c'est pour ça, d'ailleurs, vous allez me dire, si vous voulez cette histoire, est-ce que tu peux filmer ça? Oui. Sur la banderole, on a mis ça. Pas trop près, voilà. Oui, en fait, ça, c'est le... Donc en fait, ça, c'est un tableau, exactement, un tableau du XVIe siècle qui décrit en fait un épisode donc, de Rabelais, Gargantua. C'est un géant. Il est en train de pisser, et là on voit la pisse, vous voyez, et comme c'est un géant, entre les deux tours. C'est la théorie du ruissellement. Alors, Macron et Ganzer boivent du champagne, et effectivement ça nous ruisselle dessus. Ça pourrait être ça aussi, ouais. Alors que la théorie du ruissellement n'existait pas encore vraiment à l'époque de Rabelais. À l'époque, il voulait dénoncer donc, la Sorbonne, qui était une autorité morale, religieuse et scientifique, un peu le Sciences Po et l'ENA de l'époque. Et Gargantua, en fait, pisse sur les Parisiens qui l'ont mal reçu. Et il pisse, en fait, surtout sur ces sachants qui le méprisent. Et il y a plusieurs épisodes dans Paris. Il a rencontré, par exemple, un Limousin qui parle d'une langue tellement chiadée qu'il ne comprend rien. Et à un moment donné, ce qu'explique ce Limousin, de manière chiadée, c'est qu'il aime aller voir les putes. Et c'est ça, un vrai étudiant de la Sorbonne. Mais il l'explique en latin de cuisine. Voilà. Il fait il dit qu'il traverse la Sécane au lieu que de traverser la Seine, tout ça. Donc la bave du crapaud n'atteint point la blanche colombe. Et la blanche colombe, c'est dans le domaine de l'esprit, dans le domaine de l'action, des gens qui essayent d'aller à l'essentiel. Et nous, ce qu'on est en train de discuter avec les gens, en plus de Gaspard Ganzer qui nous fait beaucoup rire finalement, c'est pourquoi nos gouvernants, de gauche comme de droite, n'arrivent pas à aller aux causes des problèmes. C'est quoi le problème? Et disons, il n'y a pas que ça, mais en plus de la façon de penser. De gauche comme de droite, oui, de gauche affichée. Oui, ou même des extrêmes, soyons honnêtes.
Nous, on pense qu'il y a un problème d'une oligarchie, d'une soumission à une oligarchie financière. Et c'est pour ça que sur ce petit tract, on pose la question du contrôle sur la planche à billets. Et entre autres, à travers la question de la dette et du cumul. Voilà. Passionnant, je passe énormément de temps sur cette question-là. Ah oui? Mais on devrait rester en contact, monsieur. Oui, absolument. Ah, mais ça m'intéresse. La veuve du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, le fameux. Vous savez, Gaspard Ganzer, c'est un professeur de communication, alors comment ça n'a pas l'air d'être On va pas filmer les coordonnées, ouais. Non, mais tu peux montrer, voilà. Voilà, il y a du monde. Provoquer le dialogue. Voilà, ça c'est très bien. Ça discute. Voilà. Donc les étudiants de Sciences Po sont intéressés à comprendre d'où viennent les problèmes de leur école. Avec monsieur Boutmy qui a créé donc cette école, c'est quand même assez impressionnant là, quand on voit la citation. Il va falloir faire en sorte que... Oui, parce qu'on n'a plus nos privilèges, il faut qu'on amène des choses impressionnantes, des experts qui vont impressionner le peuple pour que on ait toujours le contrôle. Et voilà, mais ça c'est justement, les gilets jaunes, c'est ça. On n'est plus impressionné par les experts qui racontent n'importe quoi. Super, ça discute. Bon ben ouais, je vous dis à bientôt pour la prochaine action. N'hésitez pas à monter des équipes ou à nous rejoindre. À très bientôt.